Et les fameux papillons dans le ventre, tu sais, peuvent aussi être de l'insécurité, de l'anticipation, de la peur de perdre. C'est que très souvent, nous ne cherchons pas seulement une personne. Nous cherchons inconsciemment à réparer quelque chose à travers cette personne. L'inconscient préfère une souffrance connue à une sécurité qu'il ne connaît pas. Tant que tu ne vois pas ce qui te pilote, tu appelles ça le destin. Es-tu réellement capable de recevoir l'amour que tu dis vouloir ? Si tu attends encore l'amour, alors écoute bien ceci. Si aujourd'hui tu attends encore l'amour, si tu te demandes quand cette personne va enfin arriver, si tu regardes les autres construire leur couple en te demandant « mais et moi ?» alors cette vidéo est peut-être beaucoup plus importante que tu ne le crois. Parce que je vais te dire quelque chose qui peut vraiment te sembler complètement paradoxal. Plus tu attends l'amour, plus tu peux inconsciemment entretenir son absence. Non pas parce que l'univers te punit, non pas parce que tu n'as pas suffisamment élevé ta vibration, et encore moins parce qu'il suffirait de penser positivement pour que ton âme sœur sonne demain matin à ta porte. Le mécanisme est beaucoup plus profond. Quand tu attends l'amour, il y a souvent derrière cette attente une idée silencieuse. C'est « il me manque quelque chose ». Il me manque quelqu'un, il me manque cette relation. Il me manque cet amour qui va me permettre en fait de me sentir complet ou complète. Et après toutes ces années à travailler sur le processus inconscient et invisible, ce que j'ai compris, c'est que très souvent nous ne cherchons pas seulement une personne. Nous cherchons inconsciemment à réparer quelque chose à travers cette personne. Et ça change tout. Parce que tu peux croire que tu cherches l'amour, alors qu'une partie de toi cherche enfin à être choisie, reconnue, rassurée, protégée, valorisée ou simplement regardée. Et c'est là que mon analyse commence toujours. Je ne m'arrête jamais à ce que quelqu'un me dit vouloir. Si Claire me dit « je veux une relation stable », ça ne me suffit pas. Je vais regarder ce qu'elle choisit réellement, ce qu'elle tolère, ce qui l'attire, ce qui la fait fuir, ce qu'elle répète. Parce que l'inconscient ne se révèle pas seulement dans ce que tu dis, il se révèle énormément dans ce que tu répètes. Et parfois la vie sentimentale devient un véritable scanner de tes mécanismes inconscients. Tu dis que tu veux la paix, mais tu choisis le chaos. Tu dis que tu veux être aimé, mais tu vas vers ceux qui te donnent très peu. Tu dis que tu veux de l'intimité, mais dès que quelqu'un devient trop proche, tu recules. Et c'est précisément dans ces contradictions que je vais chercher. Parce que c'est là que se cache le programme invisible. Prenons le cas de Claire, justement. Elle veut profondément une relation stable. Elle en parle depuis des années. Elle dit qu'elle veut un homme présent, aimant, engagé. Mais quand on regarde son histoire, elle tombe toujours sur le même profil. Des hommes qui hésitent, des hommes qui lui donnent beaucoup, puis qui disparaissent. Des hommes qui la désirent, mais qui ne la choisissent jamais complètement. Elle pourrait se dire « je n'ai pas de chance ». Mais quand on commence à regarder son histoire, on découvre qu'enfant, Claire a passé des années à essayer d'obtenir l'attention d'un père très peu présent émotionnellement. Il était là, mais il ne la voyait pas. Et Claire a construit très tôt une stratégie. Si je suis suffisamment gentille, suffisamment intéressante, suffisamment parfaite, peut-être qu'on me choisira enfin. Bien 30 ans plus tard, elle croit tomber amoureuse de Julien. Julien est séduisant, mais il est flou. Il est présent un jour, distant le lendemain, il lui donne juste assez pour entretenir l'espoir. Et Claire devient obsédée. Pourquoi ? Parce que c'est pas seulement Julien qui l'attire. Une partie ancienne d'elle reconnaît le scénario. Elle connaît cette attente, elle connaît cette frustration, elle connaît cette sensation de devoir mériter le regard de quelqu'un d'indisponible. Et là, il y a une prise de conscience énorme. Tu peux croire que tu choisis quelqu'un parce que tu l'aimes, alors qu'une partie de toi l'a reconnu parce qu'il te permet de rejouer une histoire ancienne. Voilà pourquoi ce qui t'attire n'est pas forcément ce qui est bon pour toi. On parle beaucoup de chimie, de connexion, de coups de foudre, d'énergie, très bien. Mais ton système reconnaît aussi ce qui lui est familier. Et familier ne veut pas dire sain. Si pour Claire, l'amour a toujours ressemblé à « je dois attendre pour être choisi », alors un homme disponible peut même lui sembler moins attirant qu'un homme qui la maintient dans l'incertitude. Ça paraît fou ce truc, mais c'est précisément ce qu'on observe dans beaucoup de mécanismes inconscients. L'inconscient préfère parfois une souffrance connue à une sécurité qu'il ne connaît pas. L'inconscient préfère une souffrance connue à une sécurité qu'il ne connaît pas. Et ça nous amène à quelque chose de très important. Certaines personnes confondent l'intensité avec l'amour. Prenons le cas de Sophie, elle rencontre Thomas. Thomas est stable, clair, il répond à ses messages, il est cohérent, il lui montre qu'il tient à elle. Sophie me dit, il est super, mais je sais pas, il manque un truc. Quelques mois plus tard, elle rencontre Marc.
Marc est beaucoup plus imprévisible. Il appelle énormément pendant 3 jours, puis il disparaît, revient, il la rassure énormément, puis il reprend ses distances. Et là, Sophie me dit, avec lui, c'est incroyable. Je ressens quelque chose de tellement fort. Mais ce qu'elle ressent, c'est forcément de l'amour? Pas toujours. Parfois, ce qu'elle appelle connexion est simplement son système émotionnel qui reconnaît quelque chose qu'il connaît déjà. Et les fameux papillons dans le ventre, tu sais, peuvent aussi être de l'insécurité, de l'anticipation, de la peur de perdre. Voilà pourquoi certaines personnes s'ennuient dans une relation saine. Elles sont tellement habituées à l'instabilité qu'elles prennent le calme pour un manque d'amour. Alors qu'en réalité, leur système découvre peut-être pour la première fois une relation dans laquelle il n'a pas besoin d'être constamment en alerte. Et c'est là que mon travail sur les processus inconscients devient, waouh, passionnant. Parce que je ne demande pas seulement pourquoi Sophie choisit-elle Marc, je veux savoir qu'est-ce que cette relation lui permet de rejouer. Qu'est-ce qu'elle évite, qu'est-ce qu'elle lui évite, qu'est-ce qu'elle protège. Parce qu'un problème peut avoir une fonction cachée, et ça c'est fondamental. Prenons le cas d'Antoine. Il dit qu'il veut une relation profonde, mais il tombe toujours amoureux de femmes indisponibles. Une est mariée, l'autre vit à 800 km, une autre dit clairement qu'elle ne veut pas s'engager, et Antoine pense qu'il n'a pas de chance. Mais quand tu regardes le mécanisme, tu découvres une chose. Avec une femme indisponible, Antoine peut désirer énormément l'amour, sans jamais avoir à vivre une véritable intimité. Il peut rêver de la relation, souffrir de son absence, mais il ne risque jamais complètement d'être vu, connu, vulnérable. Consciemment, pourquoi aucune femme ne veut s'engager avec moi? Mais inconsciemment, tant qu'elle ne s'engage pas, je suis protégé. Et c'est là que tu comprends pourquoi certains problèmes résistent au conseil. Tu peux dire à Antoine, allez, mais choisis une femme disponible. Il le sait. Tu peux dire à Claire, arrête de courir après les hommes qui ne te choisissent pas. Elle le sait. Tu peux dire à Sophie, une relation saine n'a pas besoin d'être chaotique. Elle le sait aussi. Mais la connaissance consciente ne suffit pas à changer un programme inconscient. Et c'est pour ça que depuis toutes ces années, je ne m'intéresse pas seulement à la surface. Je cherche la logique cachée. Je cherche ce que le système essaye de faire. Parce que derrière beaucoup de comportements qui paraissent absurdes, il existe une logique de protection. Et moi, j'aime poser cette question. Qu'est-ce qu'une partie de toi gagne à ce que rien ne change? C'est vrai que c'est une question dérangeante, mais puissante. Claire gagne peut-être à rester avec des hommes indisponibles parce qu'elle n'a jamais à affronter une intimité réellement réciproque. Antoine gagne à choisir des femmes lointaines parce qu'il préserve son indépendance. Sophie gagne peut-être à rester dans des relations chaotiques parce que l'intensité l'empêche de ressentir un vide intérieur qu'elle évite depuis des années. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent souffrir. Ça veut dire que leur système a trouvé une forme de sécurité à l'intérieur même du problème. Et c'est pour ça que je dis souvent, tant que tu ne vois pas ce qui te pilote, tu appelles ça le destin. Quand tu le vois, tu peux commencer à choisir. Parce que l'invisible n'a rien de perché. L'invisible, c'est simplement tout ce qui agit dans ta vie sans que tu vois encore clairement que ça agit. Une croyance est invisible, une peur est invisible, une mémoire émotionnelle est invisible, une fidélité familiale est invisible, une stratégie de protection est invisible. Et pourtant, leurs effets sont extrêmement visibles. Les personnes que tu choisis, celles que tu repousses, celles que tu acceptes, celles que tu refuses, la manière dont tu t'attaches, la manière dont tu fuis, la manière dont tu te sacrifies, et parfois même ce que tu appelles ma personnalité. Prenons Nicolas. Nicolas dit « Moi, je suis indépendant. J'ai besoin de personne. » Très bien. Mais quand on regarde son histoire, Nicolas a vécu avec une mère très instable émotionnellement. Enfant, il ne savait jamais vraiment s'il pouvait compter sur elle. Alors il a appris très tôt « Si je ne dépends de personne, personne ne pourra me décevoir. » 30 ans plus tard, il appelle ça son indépendance. Mais que se passe-t-il quand une femme commence réellement à s'approcher? Eh bien, il étouffe. Il lui trouve des défauts, il doute, il ressent le besoin de partir et il se dit « c'était pas la bonne personne ». Peut-être. Mais mon analyse sera toujours de regarder aussi ce qui s'est activé au moment où la relation est devenue proche. Parce que, parfois, ce n'est pas l'amour qui fait peur. C'est ce que l'amour oblige à faire tomber, comme protection. Et c'est là qu'on arrive à une des questions les plus importantes de cette vidéo. Es-tu réellement capable de recevoir l'amour que tu dis vouloir? Parce que beaucoup de personnes savent donner. Elles donnent énormément, elles écoutent, elles soutiennent, elles anticipent les besoins de l'autre, elles font plaisir, elles deviennent indispensables. Mais quand on leur donne à elles, elles deviennent très mal à l'aise. On va prendre le cas d'Élodie. Élodie passe sa vie à s'occuper des autres. Toujours là, toujours disponible, toujours prête à aider. Et elle me dit, moi j'adore aimer.
Mais dès qu'un homme prend soin d'elle, elle se sent gênée. Dès qu'on lui fait un complément, elle le minimise. Dès qu'on veut lui donner quelque chose, elle dit « mais non, fallait pas ». Pourquoi? Parce qu'au fond, elle a construit une croyance. Ma valeur vient de ce que je donne. Et derrière cette croyance peut se cacher une phrase beaucoup plus profonde. Si je ne fais rien pour être aimé, pourquoi quelqu'un m'aimerait-il? Et là, regarde la prise de conscience. Élodie croit aimer beaucoup, mais parfois, elle est encore en train de prouver qu'elle mérite d'être aimée. Et c'est ici que l'amour de soi devient fondamental. Pas l'amour de soi version Instagram. Je suis merveilleuse, je mérite tout. Non, non. Je parle d'un amour de soi incarné, un amour de soi qui se voit dans ce que tu acceptes, dans les limites que tu poses, dans la manière dont tu te parles, dans la façon dont tu prends soin de ton corps, dans ta capacité à ne pas te trahir pour garder quelqu'un, dans ta capacité à dire « cette relation me fait du mal, donc je pars », dans ta capacité aussi à recevoir quelque chose de beau, sans immédiatement chercher ce que tu dois donner en échange. Parce qu'on parle beaucoup de vibrer l'amour. Mais vibrer l'amour pour moi, c'est pas s'asseoir sur un canapé et imaginer une lumière rose autour de soi. Hein. Non, non. C'est bien plus concret que ça. Tu vibres ce que tu incarnes. Si intérieurement tu répètes « je ne suis pas assez », tu vas agir depuis cette croyance. Tu vas peut-être accepter moins, courir davantage, chercher à convaincre. Si intérieurement tu penses « on finit toujours par m'abandonner », tu vas contrôler, tester l'autre, chercher constamment des preuves qu'il va partir. Et paradoxalement, tous ces comportements finissent par fragiliser la relation. Vibrer l'amour, c'est progressivement passer de « j'ai besoin qu'on m'aime pour sentir que j'ai de la valeur » à « je me traite déjà comme quelqu'un qui a de la valeur ». Et ça change toute la donne. Parce que lorsque tu aimes réellement, tu ne vibres plus le manque de la même manière. Tu ne vas plus chercher quelqu'un en disant inconsciemment « allez, complète-moi, sauve-moi, rassure-moi, prouve-moi que je suis assez ». Tu commences à arriver dans la relation avec quelque chose de beaucoup plus plein et beaucoup plus sain. Et là, je vais être précis. S'aimer ne signifie pas ne plus avoir besoin des autres. On a besoin de liens, on a besoin d'affection, on a besoin d'être aimé. L'être humain est relationnel. Le piège, c'est de demander à quelqu'un d'autre de remplir à lui seul un vide que tu refuses toi-même de regarder. Parce qu'à ce moment-là, la relation devient une perfusion émotionnelle. L'autre doit constamment te rassurer. Il doit répondre vite. Il doit être présent. Il doit prouver encore et encore qu'il t'aime. Et plus tu as peur de perdre cet amour, plus tu cherches à le contrôler. Alors que lorsque l'amour de soi commence réellement à s'installer, tu deviens capable d'aimer quelqu'un sans lui donner la responsabilité de toute ta valeur personnelle. Et là, il y a un changement énergétique énorme. Tu vibres plus « choisis-moi », tu vibres davantage « je me choisis déjà ». Et maintenant, est-ce que nous nous choisissons mutuellement? C'est ça le couple. Et ça, c'est pas du tout la même posture. Et cette différence se ressent dans tout, dans ton regard, dans ta manière de parler, dans ce que tu acceptes, dans ta façon d'entrer dans une relation, dans ta capacité à laisser partir quelqu'un qui ne te correspond pas. Parce que quand tu as peur de manquer d'amour, chaque personne peut devenir une opportunité à ne surtout pas perdre. Mais quand l'amour existe déjà davantage en toi, tu peux observer, tu peux choisir, tu peux te demander, tiens, est-ce que cette personne me convient réellement? Et non plus uniquement, est-ce qu'elle va m'aimer? Et ça, c'est une révolution. Parce que beaucoup de personnes entrent dans la rencontre en essayant d'être choisies. Elles ne choisissent quasiment jamais. Toute leur attention est tournée vers « est-ce que je lui plais? Est-ce qu'il va rappeler? Ou elle va rappeler? Est-ce qu'il ou elle s'intéresse à moi ?» Et ces personnes oublient complètement la question essentielle « est-ce que moi, cette personne me plaît réellement? Est-ce qu'elle correspond à mes valeurs? Est-ce que je me sens respecté? Est-ce que je peux être moi avec cette personne ?» Tu vois la différence entre chercher l'amour et être dans l'amour? Chercher l'amour en étant dans le manque, c'est courir vers l'extérieur pour obtenir une sensation intérieure. Être dans l'amour, c'est commencer à créer cette sensation intérieure et ensuite la partager. Et c'est là que je rejoins une dimension plus spirituelle, mais une spiritualité incarnée. Si tu veux vibrer davantage à l'amour, commence par regarder comment tu te traites quand personne ne te regarde. Comment tu te parles quand tu échoues? Comment tu réagis quand quelqu'un te rejette? Est-ce que tu te détruis? Est-ce que tu te dis que tu ne vaux rien? Est-ce que tu peux rester à tes côtés même quand quelqu'un d'autre ne te choisit pas? L'amour de soi se mesure beaucoup moins dans les moments où tout va bien que dans les moments où tu n'obtiens pas ce que tu désirais. Quelqu'un ne te choisit pas. Est-ce que tu t'abandonnes toi aussi? Quelqu'un te quitte.
Est-ce que tu interprètes immédiatement ça comme la preuve que tu n'es pas assez digne d'être aimé? Une relation échoue? Est-ce que tu transformes cet échec en identité? Ou est-ce que tu peux souffrir, traverser l'émotion, apprendre quelque chose, tout en continuant à rester dans ton propre camp? Eh bien, c'est ça l'amour de soi. Et c'est ce qui te permet progressivement de vibrer quelque chose de très différent. Pas une vibration magique qui va contrôler les événements extérieurs, non, non. Une qualité intérieure qui change tes choix, ta présence, tes comportements, tes limites et donc forcément tes relations. Et c'est aussi pour ça qu'il faut regarder ce qui a fermé le cœur. Parce qu'une armure n'arrive jamais par hasard. On va prendre le cas de Laura. Laura a 17 ans, vit une trahison très douloureuse. Son compagnon la trompe avec une copine. Elle souffre énormément et prend inconsciemment une décision, plus jamais je ne ferai confiance comme ça. 20 ans plus tard, Laura veut aimer. Mais dès qu'elle commence à ressentir quelque chose de fort, clac, elle devient méfiante. Elle cherche les incohérences, elle surveille, elle teste. Elle se prépare mentalement à être trompée. Et parfois, elle finit même par provoquer la distance qu'elle redoutait. Là encore, on pourrait simplement dire « Laura est jalouse ». Moi, je vais chercher autre chose. Qu'est-ce que cette jalousie essaye d'éviter? Elle essaye peut-être de faire en sorte que Laura ne soit plus jamais surprise comme elle l'a été à 17 ans. Le problème, c'est qu'une protection conçue pour éviter une ancienne souffrance peut finir par empêcher une nouvelle relation de respirer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas combattre le symptôme. Il faut chercher son sens, sa fonction, le pourquoi ce système a considéré cette solution nécessaire. Et parfois, les racines sont encore plus profondes. Elles touchent la famille, les modèles transmis, les histoires répétées. Tu peux avoir grandi avec une mère qui répétait « les hommes finissent toujours par tromper ». Même si tu n'as jamais consciemment décidé de croire cela, imagine comment cette phrase peut structurer ton regard. Tu vas repérer chaque ambiguïté, chaque retard, chaque silence. Ton système va chercher les preuves de ce qu'il croit déjà. Et à l'inverse, il peut peut-être ignorer tout ce qui contredit cette croyance. Eh bien, c'est ça l'invisible. Ce que tu crois influence ce que tu regardes. Ce que tu regardes influence ce que tu interprètes. Ce que tu interprètes influence tes comportements. Et tes comportements finissent par influencer tes relations. Alors oui, parfois l'histoire que tu vis aujourd'hui a commencé longtemps avant la personne qui est là devant toi. Et souvent même, elle a commencé avant toi. Et c'est pour ça que la vraie question devient, qu'est-ce qui en moi choisit encore à ma place? Parce que tant que tu ne vois pas ce qui te pilote, tu appelles ça le destin. Quand tu le vois, tu peux commencer à choisir. Et pour moi, c'est ça l'éveil de conscience. C'est pas fuir la matière en méditant toute la journée, pas attendre qu'une force extérieure règle notre vie, mais mettre de la conscience là où il y avait de l'automatisme. Alors si aujourd'hui tu attends encore l'amour, peut-être que tu peux arrêter quelques minutes de te demander quand est-ce que la bonne personne va arriver et te poser une question. Si la bonne personne arrivait là, maintenant, est-ce que je serais capable de la reconnaître et de la laisser entrer? Parce que peut-être que ton travail n'est pas seulement d'attirer davantage l'amour. Peut-être que ton travail est de devenir davantage disponible à l'amour. Et pour ça, il faut parfois enlever ce qui l'empêche de circuler. La peur de souffrir, d'être abandonné, d'être rejeté, la croyance que l'amour se mérite, la croyance que tu dois être parfait ou parfaite, la peur de perdre sa liberté, le besoin de contrôler, le besoin de sauver, la peur de recevoir et surtout cette idée terrible que l'amour existe quelque part à l'extérieur de toi et qui ne commencera que le jour où quelqu'un t'aura choisi. Eh bien non, commence maintenant. Si tu veux davantage d'amour dans ta vie, demande-toi comment tu peux déjà le faire exister là, aujourd'hui. Dans la manière dont tu te traites, dans la manière dont tu te parles, la manière dont tu parles à ceux que tu aimes, dans la manière dont tu écoutes, dans la façon dont tu prends soin de toi, dans les limites que tu poses, dans ta capacité à dire la vérité, dans ta capacité à arrêter de poursuivre quelqu'un qui ne veut pas de toi. Ça, c'est de l'amour. Et plus tu incarnes cet amour, plus quelque chose change dans ton rapport à la rencontre. Tu ne dis plus j'espère qu'un jour quelqu'un viendra remplir ma vie. Tu commences à créer une vie suffisamment vivante, suffisamment pleine, suffisamment alignée pour pouvoir dire j'ai envie de partager tout ça avec quelqu'un. Et là, tu vibres plus le même message, tu vibres plus il me manque quelqu'un, il me manque l'amour. Tu vibres l'amour existe déjà. Je suis prêt à le partager. Et ça, c'est beaucoup plus sexy, beaucoup plus attirant. L'amour que tu attends
de rencontrer n'est peut-être pas seulement une personne. C'est avant tout un état intérieur que tu dois réapprendre et habiter. Parce qu'au fond, tu ne peux pas demander à quelqu'un de t'apporter une énergie que tu refuses encore de faire circuler en toi. Et quand cet amour recommence à circuler, quand tu te choisis davantage, quand tu arrêtes de te trahir, quand tu comprends, on a vu le programme qui choisissait à ta place, alors là, quelque chose change profondément. Tu n'attires pas nécessairement l'amour par magie. Tu deviens surtout capable de reconnaître un amour que tu aurais peut-être rejeté auparavant. Tu deviens capable de recevoir ce que tu pensais vouloir. Tu deviens capable de ne plus confondre manque et passion. Tu deviens capable de ne plus confondre obsession et connexion. Tu deviens capable de ne plus confondre sacrifice et amour. Et tu peux enfin rencontrer quelqu'un depuis un autre endroit. Pas depuis est-ce que tu vas me choisir, mais depuis je me suis choisi. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Et maintenant, voyons si nous pouvons construire quelque chose ensemble. Et là, waouh, l'amour cesse d'être quelque chose que tu attends. Il devient quelque chose que tu incarnes déjà. Je t'invite à regarder l'autre vidéo qui est dans le lien dans ma description. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo te parle et en quoi elle te parle dans ta vie. Ciao.